Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le grand oral. Cette fois, une vidéo plutôt pour les spécialités mathématiques, puisqu'on va voir comment les mathématiques viennent au service du sport, hein. Alors n'oubliez pas, c'est un exemple de sujet, hein. Je vous donne plein d'idées et que je développe un peu, mais après, c'est à vous de piocher dedans pour refaire un peu à votre façon, hein, et adapter à votre cas, hein. Bon, vous pouvez aussi prendre une grande partie de la vidéo pour faire un sujet, mais le but n'est pas de donner un sujet clé en main, hein, bien des idées conformes au programme de terminale, hein, pour que vous puissiez faire un super sujet de grand oral, hein. Ce sont des sujets qui ont tous été testés par des élèves qui ont passé le grand oral et du coup je sais qu'ils ont bien fonctionné, hein, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Donc en introduction, on peut faire une introduction du style pendant longtemps, les décisions sportives étaient laissées au jugement seul de l'entraîneur, ce qui n'était pas très objectif, scientifique et performant. Ce n'est que récemment qu'on a compris l'intérêt de la recherche scientifique pour le sport afin d'améliorer les résultats. Voyons comment les mathématiques ont contribué à changer le sport à travers trois exemples. La géométrie pour la forme du ballon, les probabilités et les statistiques pour les performances, les paris et les décisions, puis les fonctions pour améliorer les trajectoires. Alors en première partie, on peut parler de la géométrie du ballon. Il y a beaucoup de sports qui utilisent une balle ou un ballon, et c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des objets à symétrie sphérique. Alors les ballons qu'on connaît aujourd'hui sont nés en 1963, même si les premiers datent de l'Antiquité. On cherche à créer une sphère parfaite afin de mieux frapper le ballon, l'attraper ou le faire rebondir, hein. Ce sont plus des raisons physiques, alors on n'est pas obligé de les développer, ces raisons, si on veut faire un sujet uniquement mathématique. Pour la physique, il faudrait détailler un peu plus. On se tourne donc vers les polyèdres réguliers, les solides de Platon, car, une fois gonflés, ils se rapprochent d'une sphère parfaite. Alors les polyèdres de Platon, les solides de Platon, j'en ai déjà parlé dans un autre sujet, le sujet sur qu'est-ce qu'un dé équilibré. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, hein, si vous voulez un petit peu plus de détails. Je rappelle que les solides de Platon ont de bonnes propriétés, sont les seuls solides polyèdres à la fois réguliers, c'est-à-dire qu'ils ont des faces toutes identiques et régulières, le même nombre d'arêtes convergent aussi à chaque sommet. Et ils sont convexes. Hein, un convexe, c'est quand il n'y a pas de trou dans un domaine, hein. Si on prend deux points A et B sur le solide, le segment qui les relie est entièrement contenu dans le solide. Alors, je rappelle la définition mathématique de la convexité, hein, parce que selon les spécialités, les options qu'on a prises, on peut l'avoir vu, hein, mais ça, c'est juste pour faire un rappel de cours. Voilà. C'est pas obligé forcément d'en parler. En plus, ça dépend des spécialités que vous avez prises, hein. Mais bon, il y a quand même une définition mathématique à la convexité, c'est donc important. On a donc opté pour un icosaèdre. Alors un icosaèdre, c'est un solide à 20 faces qui sont des triangles équilatéraux, hein. Mais ce solide est encore trop anguleux. Je vois mal quelqu'un tenir un icosaèdre entre les mains pour jouer au football, au basket et tout. Ça serait un peu bizarre. La solution est donc de couper chaque arête au tiers de sa longueur. On obtient un solide qui a plus de faces, hein, il y a 32 faces cette fois, donc moins d'angles, mais c'est pas encore ça, seulement le truc c'est que si on le gonfle, là il devient une sphère presque parfaite, hein. On obtient alors un icosaèdre tronqué de 32 faces, 20 hexagones et 12 pentagones qui ont tous des arêtes de même longueur. Et une fois gonflé, cet icosaèdre tronqué ressemble à une sphère parfaite, hein. C'était donc ce qu'on voulait. Du coup, l'icosaèdre tronqué respecte la relation de l'heure, hein, la relation de l'heure qui est nombre de faces plus nombre de sommets moins nombre d'arêtes doit être égal à 2. Donc on a bien 32 faces plus 60 sommets moins 90 arêtes, ça fait bien 2. Donc c'est bien un solide de Platon, hein. Il n'y a pas de souci, qui a des bonnes propriétés. C'est bon. Et après, alors n'oubliez pas de mettre régulièrement des exemples numériques, hein, quelques petits calculs de temps en temps. Donc là, on peut exprimer l'air et le volume du ballon en fonction de son arête et trouver une relation entre la longueur de l'arête et le rayon de la sphère. Alors je vais détailler un petit peu les calculs, mais vous n'êtes pas obligé forcément de développer cette partie, hein. Vous pouvez simplement prendre les résultats si vous le voulez. Alors pour trouver l'aire du ballon en fonction de son arête, on va commencer par les hexagones.
Alors dans un hexagone, ben, il n'y a que des triangles équilatéraux, hein, puisqu'on a dit c'est un hexagone régulier, hein. C'est ça le truc, hein. L'arête, c'est AF par exemple, c'est aussi OA ou OF, hein, parce que sur le schéma on se place dans le triangle OAF, hein. Et du coup, comme c'est un triangle équilatéral, la hauteur OJ est aussi la médiatrice du segment AF ou du côté AF. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore pour calculer OJ, parce que je rappelle que pour calculer l'aire d'un triangle, on doit faire base fois hauteur divisé par 2. Donc la base ici, ça sera AF, et la hauteur, ça sera bien OJ. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. On peut ainsi calculer l'aire du triangle une fois qu'on a calculé OJ. Donc par application du théorème de Pythagore, on trouve que OJ a pour longueur a fois racine de 3 sur 2. Et du coup, on peut calculer l'aire du triangle et ensuite l'aire de l'hexagone en multipliant par 6. Voilà, donc ce qui fait que l'aire des 6 hexagones est égale à a carré fois 3 racine de 3 sur 2. Voilà. Pour le pentagone, ben, on va aussi utiliser des notions de géométrie de collège ou de lycée, hein, mais plutôt enfin, des notions qu'on commence à voir au collège. Donc cette fois, on se place dans le triangle OAB qui est isocèle en haut. Et on remarque que c'est la longueur AB qui est égale à A, la longueur de l'arête, hein. Du coup, cette fois, la droite OI est la médiatrice de AB et c'est aussi la bisectrice de l'angle BOA. Donc, comme le pentagone est régulier, l'angle BOA mesure donc la moitié de l'angle au centre, hein. Je vous rappelle que comme c'est un pentagone, comment on fait pour trouver l'angle? On fait 360 divisé par 5, parce que le pentagone a 5 côtés, hein. C'est une relation qu'on a pu voir au collège pour tous les polygones réguliers. Comment on trouve l'angle au centre? On fait 360 divisé par le nombre de côtés. Voilà, donc pour l'hexagone, ça fait 360 divisé par 6, donc ça fait bien 60 degrés. C'est pour ça que tous les triangles sont équilatéraux. Pour le pentagone, on fait 360 divisé par 5, ça fait 72 degrés. Et là, on divise encore par 2 parce qu'on a dit que c'était la bisectrice, donc ça fait 36 degrés. C'est mieux de convertir en radians. Je rappelle que pour les conversions en radians, pi correspond à 180 degrés, donc 36 degrés, ça fait pi sur 5. Voilà. Et du coup, après, on se place dans le triangle BOI rectangle en I, et cette fois, on fait la trigonométrie pour calculer la longueur OI. Et on va utiliser la tangente de l'angle BOI. Donc la tangente de l'angle BOI, c'est égal à BI sur OI. Et du coup, on trouve que OI est égal à A divisé par 2 tangentes de pi sur 5. Voilà, si on fait le calcul. Grâce à ça, on peut trouver l'aire du pentagone en multipliant par 5 l'aire du triangle. Et on trouve que l'aire du pentagone vaut A carré fois 5 divisé par 4 tangentes pi sur 5. Donc une fois qu'on a calculé l'aire de l'hexagone et l'aire du pentagone, on peut calculer simplement l'aire du ballon, puisque je rappelle que le ballon est constitué de 20 hexagones et de 12 pentagones. En faisant 20 fois l'aire d'un hexagone et 12 fois l'aire d'un pentagone, on trouve que l'aire du ballon est égale à a carré. Alors on voit qu'on a un facteur commun, hein, donc on peut regrouper. Donc ça fait l'aire du ballon est égale à a carré fois 15 facteur de 2 racine de 3 plus 1 sur tangente pi sur 5. Et là on remarque que c'est une constante. Donc on peut l'appeler grand K ou grand C comme vous voulez et donner une valeur approchée, hein. Cette constante elle vaut environ 72,6. Donc en gros, l'aire du ballon, c'est 72,6 fois A au carré, où A est la longueur de l'arête. Donc c'est pratique parce que comme ça, quand on connaît certaines propriétés du ballon, on peut en déduire l'aire de l'arête et inversement. Si, oui, parce qu'il faut faire le lien avec l'aire de la sphère. Alors on a dit quand il est gonflé, le ballon ressemble à une sphère parfaite. Je rappelle que l'aire de la sphère, c'est 4 pi fois le rayon au carré. Donc nous on a k a carré qui est égal à 4 pi r carré, ce qui permet de trouver une relation entre r et a. Donc ce qui donne que r est environ égal à a fois racine de 4 sur 4 pi. Et c'est une autre racine de k sur 4 pi, c'est une autre constante.
hein, qu'on peut appeler petit k cette fois, ou petit c, comme vous voulez. Et si on la calcule, ça fait environ 2,4. Donc le rayon est environ égal à 2,4 fois l'arête. Ça, c'est pratique parce qu'on peut faire un cas concret, hein, je vous rappelle. Donc pour le handball, par exemple, si on est des moins de 16 ans, le périmètre doit être compris entre 58 et 60 cm d'après la réglementation officielle. Le périmètre donc du ballon, de la sphère, donc de pi r, doit être compris entre 58 et 60. Si on remplace r par 2,4 a, ça donne une arête comprise entre 3,8 et 4 cm. Voilà. Donc vous pouvez vérifier les ballons qu'on trouve dans le commerce régulièrement, ils font 60 cm environ de circonférence, de périmètre. Donc vous pouvez vérifier que fait environ 4 cm le motif, hein, la longueur du côté du motif. Voilà. On peut aussi exprimer le volume du ballon en fonction de l'arête. Alors je rappelle que pour une boule, le volume... Alors c'est vrai que je rappelle quand même que on dit sphère quand on parle de l'enveloppe et boule quand on parle de tout l'intérieur. Même si certains, par abus de langage, dissocient air de la sphère et volume de la sphère, il vaut mieux dire air de la sphère et volume de la boule. Hein, si on veut être vraiment rigoureux. Mais bon, c'est peut-être pas forcément le plus dramatique, ça dépend sur qui on tombe le jour du grand oral. Alors, je rappelle que le volume d'une boule, c'est 4 pi r cube, 4 tiers de pi r cube. Et du coup, c'est toujours égal à 4 pi fois k à carré divisé par 3, hein, puisqu'on remplace, on a toujours la relation petit r égale k fois a. Donc il suffit de remplacer. Et si on fait les calculs, on trouve que le volume du ballon est environ égal à 58,2 fois a au cube, où a est toujours la longueur de l'arête. Voilà. Donc c'est bien de mettre quelques exemples concrets. Ils aiment bien ça le jour du grand oral. Donc voilà, je suggère ces deux exemples qui sont pas mal. Ça permet de faire un peu de géométrie, de trigonométrie, de revoir quelques... Voilà, c'est pas mal. On peut en parler simplement, on peut juste prendre les résultats. Il suffit de dire, voilà, on a calculé l'air en appliquant le théorème de Pythagore, en faisant la trigonométrie. Voilà, vous pouvez résumer ça. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Comment les probabilités et les statistiques viennent à la rescousse du sport. Alors, pouvoir trouver des formules mathématiques pour prédire l'issue d'un match ou d'une compétition serait idéal pour les paris sportifs ou les entraîneurs. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études à ce sujet. Concernant le football, d'après Raphaël Chetrit, qui est un chercheur à l'Université de la Côte d'Azur, le football est l'archétype du sport aléatoire du fait des scores très faibles. Au handball, où les scores sont plus larges, il est beaucoup plus difficile pour le petit de battre le fort. Hein. On peut y voir un lien avec la loi des grands nombres, comme les études semblent le montrer. Hein. Ce que je raconte, c'est vraiment vérifié par des études scientifiques. Hein. Il y a beaucoup de recherches faites actuellement, hein. Donc je ne dis pas ça au hasard. Hein. Ce sont vraiment des résultats d'études scientifiques. Hein. Pourquoi la loi des grands nombres semble intervenir dans un sport comme le handball? Parce qu'au handball, comme on fait beaucoup plus de tentatives de tir qu'au football, je vous rappelle que la loi des grands nombres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on a un phénomène aléatoire qui a une certaine fréquence, et si on le répète un grand nombre de fois, alors la fréquence d'apparition de ce que l'on cherche se rapproche de la probabilité, elle tend vers la probabilité. Donc là, au handball, ça a l'air de plutôt bien marcher, parce qu'on fait tellement de tirs que c'est comme si on répétait l'expérience aléatoire suffisamment de fois pour que ça commence à marcher. Hein. Parfois, la fréquence converge assez rapidement vers la probabilité, alors que d'autres fois, c'est beaucoup plus long. Bon, là, pour le handball, ça semble bien marcher, alors qu'au foot, peut y avoir, en 90 minutes de match, peut y avoir très peu de tentatives. Donc là, du coup, le hasard peut intervenir beaucoup plus fortement, et la loi des grands nombres, du coup, elle marche plus, parce que on répète pas l'expérience aléatoire suffisamment de fois pour que ça puisse convenir. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études sur le football et moins sur les autres sports. Alors ça, c'est pour les paris sportifs. Hein. Vous vous rendez compte, si on trouve des formules mathématiques qui prédisent l'issue d'une compétition avant même que les matchs soient joués, ça serait vraiment formidable. Mais c'est pas la science-fiction, c'est vraiment ce qu'ils essaient de faire. Hein. J'insiste là-dessus, on veut vraiment faire des choses comme ça, et ça commence
à se voir, à se faire. Ils font des essais là-dessus dans pas mal de compétitions. Alors les probabilités et les statistiques peuvent aussi aider à prendre des décisions pendant les matchs, hein, pas juste pour les compétitions et tout. C'est pourquoi on a des statistiques parfois très détaillées sur les joueurs. Par exemple, au basket, on peut trouver les statistiques de Victor Wembanyama, qui a ainsi obtenu 40 points, hein, qui était son record NBA, lors de son match du 30 mars 2024, les San Antonio contre New York. Donc du coup, on a son statistique sur les tirs à 2 points, les tirs à 3 points et les lancers francs. Donc on peut remarquer qu'il avait réussi 9 tirs à 2 points sur 13, 4 tirs à 3 points sur 9 et 10 lancers francs sur 12. Ça lui fait donc environ 59% de réussite au tir pour les 2 et 3 points et 83% de réussite à 1 point pour les lancers francs, par exemple. On peut se dire que voilà, c'est sa probabilité de lancer franc. Elle est de 10/12e, donc 5/6e. Et du coup, on peut ainsi estimer combien de points il va faire par série. Donc là, on peut assimiler ça à une loi binomiale de paramètres n égale 3, parce que chaque série de lancer franc, normalement, a 3 tentatives. Et de probabilité P égale 0,83, parce que 5/6e, ça fait environ 0,83. On obtient pour l'espérance des lancers francs E égale N fois P égale 3 fois 0,83, ce qui fait 2,49. Donc Victor peut espérer marquer 2,49 points par série. Et après, comme on a ces probabilités de réussite à 2 points et à 3 points, on peut estimer en moyenne combien de points il va marquer à chaque match. Et ainsi, on peut essayer de trouver des estimations du score de l'équipe. Voilà. On se dit, tiens, on va faire jouer tel joueur, Victor ou Nbanyama, on va faire jouer d'autres joueurs. On connaît à peu près leur moyenne de points. Comme ça, on se dit, c'est bon, l'équipe va pouvoir marquer tel score pendant le match. Et on fait ça pour l'autre équipe aussi. On compare les deux résultats. Et on peut essayer de voir qui va gagner. Voilà, ça c'est ce qu'ils essaient de faire. En fait, on joue le match avant le match, en gros. C'est vraiment ce qu'ils essaient de faire. Voilà. Mais bon, on peut aussi trouver des statistiques plus détaillées pour d'autres joueurs. Donc au football, par exemple, ben, on a des statistiques pour Kylian Mbappé, hein. Par exemple, il a marqué 325 buts en 430 tentatives. Et on a des statistiques détaillées pour le pied gauche, pour le pied droit, à l'intérieur, il a marqué à l'intérieur de la surface, il a marqué sur penalty, il a marqué sur coup franc direct, il a marqué de la tête. Enfin non, justement, il n'a pas marqué sur coup franc direct, il a 0 but sur coup franc direct. Et il a marqué à l'extérieur de la surface, et voilà, et à chaque fois on peut calculer le pourcentage arrondi à l'unité. Donc par exemple, du pied gauche, il a 19%. Pied droit, il a 75%, de l'intérieur de la surface, il a 90%. Donc voilà, ces statistiques très détaillées permettent de voir qu'en fait, c'est vraiment l'attaquant pur et dur. Donc, il va uniquement attaquer, essayer de tirer à l'intérieur de surface et du pied droit. Hein, il vaut mieux pas qu'il essaie de faire autrement. Et là, c'est pratiquement sûr que ça rentre, là. Donc, c'est ce genre de statistiques qui permettent de se dire, voilà comment on va utiliser le joueur, qu'est-ce qu'il doit faire, lui donner des ordres. Pendant les matchs, on va dire, bah voilà, ton boulot, c'est de faire ça, tu fonces vers les buts et tu tires du pied droit. T'essaies pas trop de faire autre chose, ça marche moins bien. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment scruté, détaillé à chaque match. On peut essayer de trouver des statistiques pour d'autres sports. Bon, handball, c'est beaucoup plus difficile de trouver. Mais bon, on pourrait par exemple au tennis trouver le pourcentage d'ace de chaque joueur. Voilà, des choses comme ça. Et ça aussi, c'est pareil, ça aide à prédire ben, combien il va marquer, en combien de temps et tout, etc. C'est un outil assez important. Donc, les probabilités et les statistiques servent aussi dans les compétitions à définir des stratégies. Pour aller le plus loin possible dans des compétitions de poule, on va plutôt choisir contre qui gagner ou perdre afin d'optimiser ses chances de victoire finale, hein. N'oubliez pas que si on n'est pas en élimination directe, ben on peut se permettre une ou deux défaites. Ça n'empêche pas forcément de continuer la compétition, mais ça permet de rencontrer des adversaires différents. Donc comme ça, certaines équipes qui se disent, est-ce qu'il vaut mieux perdre contre une équipe un peu plus faible pour ensuite ne rencontrer que des équipes plus faibles, ou, faire de son mieux immédiatement au risque de rencontrer des équipes plus fortes par la suite.
Voilà, donc ça fait partie des stratégies auxquelles il faut réfléchir. Et certains entraîneurs préfèrent perdre des matchs au début qui semblent à leur portée pour être sûr de rencontrer que des équipes sur le papier moins fortes dans la suite de la compétition afin d'accéder plus facilement à la finale. Donc ça fait partie des stratégies qu'ils mettent en place dans pas mal de sports, hein, au football, au handball, voilà. C'est des choses qui se pratiquent. Alors vous me direz, il y a un problème d'éthique là-dessus parce que bon, les règles du sport, enfin, c'est pas que c'est illégal de faire ça, mais bon, pour la beauté du sport, on doit essayer de faire de son mieux. Mais après, eux, il y a d'autres enjeux économiques derrière, donc ça pourrait faire un sujet de HGGSP par exemple. Voilà, donc c'est pas illégal, c'est pas très fair-play, c'est juste ça, c'est juste pour la morale, pour l'éthique, mais il y a de tels enjeux financiers et autres derrière que ben voilà, ils en sont amenés à faire ce genre de calcul pour essayer d'arriver en finale le plus facilement possible, essayer de remporter les grandes compétitions afin de faire plaisir aux sponsors et autres, hein. Ça, c'est vraiment un vrai sujet dont on peut parler. Là, on parle juste, voilà, comment les probabilités statistiques peuvent aider. Ben, ça sert aussi à ça. On va vous parler maintenant de la troisième partie, hein, les fonctions pour modéliser les trajectoires. Alors, la modélisation des trajectoires permet d'améliorer les performances. En effet, comme beaucoup de paramètres sont fixes, par exemple la taille du terrain, la nature du sol, la taille des buts, etc., on peut trouver un modèle mathématique qui va donner la meilleure trajectoire pour marquer. Le joueur peut alors travailler à améliorer ses propres paramètres. Alors en gros, c'est la force de frappe, l'angle de tir, quoi. C'est un peu à peu près que là-dessus qu'il peut jouer, afin de suivre cette trajectoire idéale. Au football, les trajectoires sont assez complexes, hein. On a différents types de trajectoires au football. Pour certains coups francs, on observe des trajectoires en spirale, de la forme ρ égale f de θ, où f est une fonction monotone. Rho et θ, je vous rappelle que c'est en repère polaire, hein. Et du coup, souvent, ben, pour la fonction f, on utilise la fonction exponentielle, hein. Voilà, par exemple. C'est ce qu'on appelle une spirale logarithmique. Donc les tirs de dégagement, en revanche, eux, correspondent à des paraboles, comme au basket, par exemple. Alors, tirs de dégagement au football, c'est ce que font les gardiens quand ils renvoient la balle, ou les tirs au basket, quand on essaie de faire des 2 points, des 3 points, voilà. On utilise alors la trajectoire du ballon par une fonction polynôme de degré 2, qui est une fonction à la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a, b, c sont des réels et a doit être différent de 0. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres qui sont fixes, on connaît des valeurs de ABC, hein, on les a. Donc du coup, on connaît bien la fonction qui va permettre, par exemple, euh, lors d'un coup franc, on peut trouver la fonction qui va permettre de marquer, par exemple, dans le coin en haut à gauche, ou tout, on sait que voilà, elle doit avoir cette forme-là. Voilà. Du coup, c'est au joueur après, à l'entraînement, de s'arranger pour que son tir corresponde à cette fonction-là. Voilà. Le joueur peut donc faire varier l'angle et la force pour modifier le sommet, la longueur du tir, etc. Voilà, pour que lui, après, il corresponde vraiment à la trajectoire idéale qui est prédite par le modèle mathématique. Donc c'est pas rien, hein, modéliser une trajectoire, hein. Ça sert beaucoup. Et du coup, on utilise la chronophotographie, hein. Alors c'est plus en physique qu'on fait ça. On en trouve au tennis, on en trouve au basket, on en trouve au football. La chronophotographie, c'est justement ce qui permet de bien voir la trajectoire du ballon, bien la représenter, bien la suivre au cours du temps, et ce qui permet de vérifier si le joueur a frappé correctement la balle ou pas. Voilà. Ensuite, on retravaille ça à l'entraînement pour dire, bah voilà, là, t'as fait un tir parfait, c'était bien, faut que comme ça, ou alors là, au contraire, t'es loin du tir parfait, donc du coup, tu vas t'entraîner pour refaire le tir correctement. Voilà. Hein, le but de l'entraînement, c'est d'arriver à mémoriser le bon geste à faire pour que le tir soit idéal. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est pas rien du tout, hein. Ça correspond vraiment à des techniques assez modernes, hein, puisque si on les fait pas, c'est difficile de voir si la trajectoire était idéale ou pas. Là, on suit vraiment dans le temps. On a tout un tas de supports vidéo, photos et autres qui permettent de bien visualiser tout ça, bien comparer
à l'écart à la trajectoire idéale pour tenter d'améliorer tout ça. On peut même mettre des capteurs sur les sportifs, les athlètes et tout. Voilà, il y a pas mal de haute technologie derrière pour essayer d'améliorer les performances, hein. Donc attention, les trajectoires pour les modèles mathématiques des trajectoires, ça sert vraiment à améliorer les performances, hein. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien qu'on s'est récemment rendu compte que les mathématiques étaient très utiles dans le sport, hein. De nombreuses études sont en cours et presque aucun sport n'est épargné. C'est vrai, c'est général, hein. On fait des études similaires un peu pour tout, hein, tellement c'est important. Les mathématiques sont utilisées aussi bien pour aider à prendre des décisions, pour faire des prédictions, hein, les paris sportifs, les stratégies, que pour améliorer les performances des joueurs. Des records tombent sans arrêt grâce aux nouvelles technologies qui étudient joueurs et athlètes en permanence. Les sciences sont également utilisées pour améliorer l'équipement, hein, en jouant sur le matériau, la forme, etc., et contribuent grandement à faire tomber des records dans de nombreuses compétitions. La pratique du sport évolue et il faut veiller à intégrer correctement tous ces changements parfois perturbants, comme les polémiques sur les prothèses de jambes, hein. En 2015, par exemple, la Fédération internationale d'athlétisme a interdit la participation d'athlètes avec prothèses suite à la victoire d'Oscar Pistorius aux JO paralympiques de Londres 2012, hein, ou celle sur les sportifs transgenres, hein, la victoire d'Eden Gallagher aux 200 mètres dans une compétition internationale interlycée récemment aux USA, voilà. Ou alors aussi un athlète, un judoka, qui avait remporté des médailles dans les compétitions femmes, alors que chez les hommes, il n'arrivait rien à gagner. Voilà. Il y avait pas mal de polémiques à ce sujet. C'est récent, donc ça c'est pour l'ouverture du sujet. Ça peut faire lien avec plein d'autres matières, hein. Pour les matériaux, l'évolution du matériel, c'est la physique. Pour les histoires d'éthique et tout, c'est plus de la HGGSP et autres. Donc voilà, pour l'ouverture du sujet, c'est assez vaste, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est un très bon sujet, hein, si on veut concilier science et sport, hein. C'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Rien que sur les trajectoires du ballon au football, on pourrait faire un sujet complet rien que là-dessus, mais d'un point de vue physique, hein, moins du point de vue mathématique. Donc sur ce, je vous souhaite bonne chance à tous et n'hésitez pas à poser des questions.